Bien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous le savez, le Salon du Crédit a malheureusement dû être annulé cette année pour cause de contraintes sanitaires. On a tenu néanmoins à organiser, à maintenir les conférences que nous avions prévues et à les organiser du coup en vidéo. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Laurent Denis, en droit avocat bien connu du monde de l'intermédiation bancaire et en assurance. Alors, Laurent, merci donc d'avoir accepté cette vidéo. Comme chaque année, lors du Salon du Crédit, tu sélectionnes les différents points d'attention juridique en matière d'intermédiation bancaire parmi toute l'actualité de l'année écoulée. Quelles sont justement les thématiques que tu as retenues pour cette année, cher Laurent? Oui, bonjour Eric, bonjour à tous. Très heureux de partager ce moment avec vous et merci à la technique de ne pas nous priver des contacts dont nous avons besoin. C'est toujours difficile de choisir des thématiques dans un panier juridique qui est toujours abondant et bien fourni. Cette année, et donc un peu subjectif aussi, il faut reconnaître, cette année, nous allons partager trois sujets dans trois entretiens distincts que chacun peut choisir très librement. Le tout premier, c'est de revenir sur le devoir de conseil du courtier en crédit, ses différences, ses nuances, comment ces conseils s'articulent entre eux. Le deuxième sujet qui fait suite à une actualité un peu chaude, c'est la question de l'instruction des demandes de crédit par les banques. On assiste, après la vague de contestation et de résiliation des conventions de partenariat, on assiste à un mouvement pas très fair-play, il faut quand même dire les choses correctement, de banques qui disent « Ah ben non, si le dossier vient d'un courtier, moi, je n'ai pas d'obligation d'instruire la demande ». Donc ça, c'est un sujet qui mérite un traitement juridique. Puis le troisième, c'est un cadeau que le ciel nous a fait descendre sur les genoux juste avant le salon du crédit, en réalité un peu avant l'été, un peu après l'été. C'est la question des frais de courtage dans le TAEG. On pense tous avec de solides raisons que les frais de courtage sont systématiquement inclus dans le taux annuel effectif global d'un prêt. Eh bien, ça n'est pas vrai. Très bien, merci Laurent. Alors on va commencer par le premier sujet, c'est celui des différents services de conseil du courtier en crédit. Euh, On le sait, ces services sont multiples et on connaît au moins trois formules en matière de courtage en crédit. Alors, comment choisir lequel proposer aux clients? Comment articuler ces différents services entre eux? Laurent, on t'écoute. Qu'est-ce qu'un bon courtier en crédit? Voilà, moi, je ne sais pas répondre à cette question-là, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on comprend bien qu'aujourd'hui, le conseil est central dans la performance du courtier en crédit et c'est sans doute un endroit où le droit rejoint le commerce. Le conseil, c'est la jonction d'une dimension juridique et d'une dimension commerciale très forte. Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le conseil du courtier en crédit, c'est que tout le monde a assez bien compris ce que tu évoquais, Eric, c'est-à-dire l'existence de trois conseils de nature différente dans le code monétaire et financier. Et Mhm. particulièrement aujourd'hui, tout le monde a bien compris qu'il existait deux sortes de conseils. Donc, pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, bref rappel, il y a tout d'abord le conseil obligatoire du courtier en crédit, c'est celui qui découle pour les amateurs de lecture forte des articles R519-28 et R519-29 du Code monétaire et financier, notre livre de chevet à tous, bien entendu. Ce conseil-là, le courtier n'a pas le choix, il est obligé de l'intégrer dans son processus juridique, contractuel, commercial. Ça, c'est le conseil obligatoire du courtier en crédit. Et puis est apparu en 2016, avec la directive sur le crédit immobilier, une deuxième nature de conseil en crédit immobilier, c'est le conseil optionnel. On peut l'appeler le service de conseil et on peut même l'appeler précisément le service indépendant. On dira pourquoi, de conseil en crédit immobilier, parce qu'il porte particulièrement sur le crédit immobilier. Ce qui est devenu, une fois qu'on a compris qu'existait, puis le troisième, c'est celui que tu as évoqué, Eric, je le marginalise un petit peu parce qu'il est en filigrane dans le code monétaire et financier, il n'est pas très correctement décrit non plus. Ce sont des services de conseil au sens large qui s'inscrivent dans une action d'intermédiation et de courtage. Mais les deux premiers, le conseil obligatoire du courtier en crédit et le service indépendant de conseil en crédit immobilier, ceux-là sont intéressants parce qu'aujourd'hui, ils sont à la main du courtier.
le courtier en dispose. Il peut choisir de… Alors, le premier, il ne le choisit pas, hein, il est impératif, je le répète, hein, c'est quelque chose qu'il faut vraiment veiller à délivrer correctement. Il faut être en mesure de pouvoir prouver qu'on l'a délivré. En revanche, le deuxième, il est optionnel. Et donc, tous les courtiers ont la possibilité de dire je le mets à la gamme, je ne le mets pas, et si je l'intègre dans mes prestations, comment je l'articule avec le reste, et en particulier, bien sûr, avec le conseil obligatoire, celui du contrat de mandat de recherche de capitaux. Donc, ce qui est intéressant, c'est de souligner simplement les points de différence, les avantages, les inconvénients ou les points clés de l'un et de l'autre. Quand on secoue le shaker et qu'on les regarde précisément, ce qui reste à la fin, c'est 3-4 choses. La première, c'est que dans la rémunération du conseil obligatoire, on est dans le contrat de mandat de recherche de capitaux et pèse sur la tête du courtier cette règle pénible qui est que le courtier ne peut pas être rémunéré avant la mise à disposition effective des fonds. C'est comme ça que parle le Code monétaire et financier, ce que les courtiers appellent le déblocage des fonds. Et quand la banque débloque, c'est quelque chose que tout le monde apprécie. Donc là, on a la rémunération qui est conditionnée par la mise à disposition effective des fonds. Ça, c'est une contrainte. Dans le service de conseil, un des avantages très, très forts, c'est que l'intermédiaire est rémunéré immédiatement. Okay. Il délivre le service de conseil, le client reçoit le conseil en crédit, le client rémunère immédiatement l'intermédiaire. Un petit peu, pardon Laurent, je te coupe, mais c'est une consultation. La consultation est délivrée par le professionnel du crédit et à l'issue du rendez-vous, le courtier facture en fait cette consultation. C'est bien ça. C'est parfaitement juste, Eric. Tu as raison de le souligner. On peut prendre comme image le fait que dans cette prestation de service indépendant de conseil en crédit immobilier, d'une certaine manière, le courtier agit comme un conseiller en gestion de patrimoine. Simplement, au lieu de travailler sur l'épargne ou les investissements du client, ses actifs, il travaille sur son passif, le passif de son patrimoine, c'est-à-dire la manière dont le client emprunte, la manière dont le client organise et structure ses dettes et les aspects de crédit et d'endettement dans le patrimoine. C'est un travail de CGP, mais côté dette, côté crédit. Ça, c'est donc la première différence. La différence de la rémunération, elle est assez importante. Les autres différences sont en réalité des différences qui peuvent être discutables, comme on va le voir. La toute première, j'approfondis pas parce qu'on va en reparler ensuite, c'est celle de l'intégration de la rémunération de l'intermédiaire dans le taux annuel effectif global. Si on pense à tort, en tout cas contrairement au droit, que les frais de courtage sont inclus dans le taux annuel effectif global, en tout cas dans le service de conseil indépendant en crédit immobilier, il est absolument certain que ces frais ne sont pas les frais d'intermédiation, enfin, ce n'est pas de l'intermédiation, pardon, les frais de service de conseil ne sont pas inclus dans le taux annuel effectif global. Donc, on se débarrasse, on voit tout l'avantage que ça représente de se débarrasser de cette discussion et de cet échange sur la place que prend la rémunération de l'intermédiaire, en l'occurrence, dans le taux annuel effectif global. Et puis, il y a une autre question qui, elle, pour le coup, n'est pas non plus, comme je le disais, mieux tranchée, c'est celle de la soumission de cette rémunération de l'un ou l'autre conseil à la taxe sur la valeur ajoutée. On a tous en tête que dans les frais de courtage classiques, la rémunération est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée. C'est le fameux article qu'on doit faire apparaître sur les factures. 261C, premièrement, voilà. A du Code général des impôts, effectivement, tu as raison. Et en réalité, il faut avoir à l'esprit, je fais une parenthèse rapide, que ça n'est pas une exonération automatique. Il faut respecter certaines conditions d'organisation, tout simplement parce que l'administration fiscale a choisi de ne pas prendre la même définition de l'intermédiation que celle du Code monétaire et financier. Mais pour faire simple, on peut retenir que dans une écrasante majorité de cas, il n'y a aucune discussion possible sur le fait que la rémunération du courtier en crédit est exonérée de TVA. Dans l'autre, on est un peu dans l'inconnu. On est dans l'inconnu. Est-ce que la rémunération du service indépendant de conseil en crédit est exonérée de TVA? Certains pensent que oui. D'autres pensent que non. Donc, il faut être objectif là-dessus. On est dans une phase où on se cherche. L'administration fiscale n'a pas posé de règles claires. On peut l'interroger d'ailleurs sur ce sujet-là. C'est souvent une bonne façon
de procéder, il y a une façon de le faire. Donc, il y a cette question de la TVA, je dirais, qui est en suspens ou en tout cas dans le doute. Dans les points sensibles, pour terminer sur ce conseil en crédit, ce qu'on peut en dire aujourd'hui, donc là, on a vu les différences, les avantages et les inconvénients. Il y a aussi quelques points clés à prendre en considération. À partir du moment où on passe d'une seule offre, le conseil obligatoire en crédit, le contrat de courtage, à au moins deux, bah, se posent tout de suite beaucoup de questions. Comment je les articule? Est-ce que ces offres peuvent être simultanées? Est-ce qu'elles peuvent être successives? Voilà, c'est des questions auxquelles il faut répondre. Bien entendu, quelque chose qui est très important pour le service de conseil, c'est que comme le client se débrouille tout seul dans sa relation avec la banque, bah, il faut lui remettre entre les mains un dossier pour soutenir cette discussion avec la banque. On n'est pas dans le cas du courtage classique. Le droit est assez curieux là-dessus, puisqu'il nous dit, mais clair en même temps, puisqu'il nous dit le service de conseil immobilier indépendant en crédit immobilier n'est pas de l'intermédiation. Ça n'est pas de l'intermédiation. Ça doit être fait par quelqu'un qui a un statut d'intermédiaire, Inscrit à mais ça n'est l'Orias, pas de etc. l'intermédiation. OK. Donc, à partir du moment où ce n'est pas de l'intermédiation, bah, on n'a pas cette relation habituelle où finalement le courtier fait tout et est en discussion avec la banque. Le client reçoit le conseil, sort de l'agence du courtier, bah, va bien falloir qu'il se débrouille avec la banque. Accessoirement, je passe rapidement, mais il faut aussi envisager le cas où le client a payé la prestation et n'aura pas le prêt. Quelque chose auquel il est bon de réfléchir. Un autre point clé de ce service de conseil en crédit et de son positionnement par rapport au service obligatoire, par rapport au conseil obligatoire, c'est bien sûr la relation avec les banques. Les banques n'ont pas nécessairement toutes bien saisi ce qu'était ce service de conseil, comment il se différencie du courtage classique. Et donc, si on n'a pas préparé le terrain, si on n'a pas discuté un petit peu avec les banques, eh ben, on voit des clients qui arrivent dans la banque et qui risquent d'entendre, pour dire les choses très clairement, le petit discours habituel, ben non, on ne vous reçoit pas parce qu'on ne travaille pas avec les courtiers. Oui. Alors même que ce service indépendant de conseil en crédit immobilier est un droit du consommateur issu de la législation européenne. Et puis, dernier point, de ces points clés, bien sûr, il faut deux contrats différents. Il y a des débats, il y a eu des débats, il y aura encore des débats certainement, mais il faut deux contrats différents. Le contrat de mandat de recherche de capitaux, maintenant bien connu de tout le monde, hein, c'est la base, c'est le contrat de mandat qui est posé comme base de la relation de courtage. Dans la mesure où le service indépendant de conseil en crédit immobilier n'est pas de l'intermédiation, mais une prestation de conseil, c'est un contrat de service, un contrat de conseil qui est indépendant, qui ne repose pas sur les mêmes articles, et le conseil n'a pas exactement le même profil que celui qu'il a dans le conseil obligatoire. En conclusion, je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais courtiers. Quand on a le goût de la chose, de la chose bien faite, du beau geste, on ne trouve pas toujours l'interlocuteur qui vous aide à avancer. Et c'est ce goût du conseil qui peut permettre d'entreprendre et pourquoi pas de se mettre au service de la communauté des consommateurs. Très bien. Merci beaucoup, Laurent, pour toutes ces précisions et surtout cette articulation à avoir en tête, hein, sur les différentes formes de conseils et de courtage.